Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. En 1968, 2 363 000 incendies ont ravagé les États-Unis. Autrement dit, 6 475 incendies par jour, 5 incendies toutes les minutes. Et en France? Eh bien, le chiffre est également inquiétant. 43 333 incendies en 1965, c'est-à-dire 5 incendies toutes les heures. Évidemment, pour que la comparaison soit juste, il faut tenir compte de la dimension des pays. La France est 17 fois plus petite que les États-Unis. Alors reprenons notre machine à calculer. À superficie égale, si la France était 17 fois plus grande, il y aurait en moyenne 17 fois plus d'incendies. 736 000 environ par an. Cela fait tout de même 3 fois moins qu'au pays de l'oncle Sam, mais c'est encore beaucoup trop. Si je me suis livré à ce calcul, ce n'est ni pour accuser les Américains de maladresse ou de malveillance, ni pour nous vanter d'être plus prévoyants ou moins coupables. C'est parce que je suis frappé par l'importance des nombres qui apparaissent sur ma machine. Compter ainsi des sinistres, des catastrophes, par millions, par milliers, c'est effrayant. Je sais bien que la plupart de ces incendies sont des accidents. Mais il y en a qui sont criminels. Peut-être plus qu'on ne le croit. Certaines personnes ressentent, paraît-il, une joie perverse à regarder le feu. De là à le provoquer, il n'y a qu'un geste, celui de l'allumette que l'on gratte. Et puis le feu détruit tout. Il brûle les maisons, les meubles, il décompose les corps. Il fait disparaître les pièces à conviction, efface les souvenirs, supprime les preuves. Les criminels font toujours bon ménage avec le feu. Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1946, des habitants de la région de Brande au Tyrol se réveillent leurs familles, leurs voisins. Le ciel est devenu tout rouge. Inquiets, ils s'interrogent. Que se passe-t-il? Cela semble venir de la montagne du côté du lac de la Lune. Oui, c'est par là que la lueur est la plus vive. Sur les rives du lac, le spectacle est saisissant. L'eau, miroir qui reflète le ciel, est parcourue de flots rouges et noirs, comme si se déversait un torrent de sang. Plus près encore du lieu du sinistre, volent des flammèches, s'élèvent des nuages de fumée. On entend crépiter le feu de temps à autre, s'ajoute à ce bruit lancinant le fracas d'un éboulement. Un incendie ravage une usine de textile. « Y a pas que l'usine qui brûle !» crie un voisin. « La maison aussi !»« La maison de Gunther ?»« Mon Dieu, pourvu qu'ils aient eu le temps d'en sortir, lui et sa femme. » Car la maison du directeur, M. Gunther, jouxte l'usine, comme on l'appelle dans le pays, en fait, une entreprise qui emploie une vingtaine d'ouvriers. Les pompiers sont venus le plus vite possible. Mais la route en montagne est difficile, et puis, quand ils ont été prévenus, tous les bâtiments étaient en flammes. La plupart des gens qui habitent près de là se sont levés et sont accourus. « Le patron, tu sais où il est? Non, et toi? Il était pourtant là hier soir, je l'ai entendu rentrer. Et sa femme? Pas vu non plus? » Impossible de pénétrer dans la maison. Heureusement, dans l'usine, en tout cas, il n'y avait personne. Mais Gunther et sa femme. Alors quoi, ils seraient toujours chez eux? S'ils y sont, ils sont perdus. Le vent du sud, le föhn, attise les flammes. Tandis que des pompiers déploient des tuyaux pour alimenter une seconde lance et mettent en route une pompe, d'autres allument un contre-feu afin d'éviter que l'incendie ne gagne la forêt de sapins toute proche. L'usine est un brasier. Ah, ça brûle bien les textiles. Fabriqués ici des Loden, ces manteaux autrefois réservés aux montagnards qui aujourd'hui sont à la mode en ville. « Monsieur Gunther! Monsieur Gunther !» hurle désespérément le bourgmestre qui a pu franchir les barrages et s'approcher de la maison. S'approcher si près qu'il sent son visage, ses joues, commencer à rôtir. « C'est moi, monsieur Gunther! Où êtes-vous? Répondez-moi !» Appels inutiles. Un pompier saisit le bourgmestre par le bras et l'entraîne.
Cela ne sert plus à rien de prendre des risques. Il est trop tard. Au petit matin, quand le feu est enfin maîtrisé, on retrouve dans les décombres le cadavre presque entièrement calciné de Madame Gunther, pas celui de son mari. « Qu'est-ce qu'on fait, chef ?» demande un des membres de la file de gendarmerie devant le brancard sur lequel reposent les restes de Madame Gunther, recouverts d'une couverture. « Vous l'emmenez à Innsbruck. »« À la morgue, alors ?»« Bien sûr. »« Allez, dépêchez-vous, il y a trop de monde ici. » Les habitants du village, des curieux, encombrent le chemin, même des touristes. Il y a beaucoup d'hôtels dans la région. La fameuse auberge du Cheval Blanc, celle où l'on chante au joyeux Tyrol, où je vous emmènerai sur mon joli bateau, n'est pas loin. Il y a aussi des journalistes. L'un arrive de Munich, l'autre de Salzbourg. Ils ont leur calepin à la main, leurs appareils de photo en bandoulière. C'est un accident, un attentat. On a entendu une explosion, paraît-il. Qu'est-ce que vous savez, vous? Moi, répond le sous-off de la file de gendarmerie. Rien. Vous avez une idée quand même. Oh, surtout pas. Allez, circulez, il faut dégager les routes. Enlevez vos voitures de là. Il y aura un titre dans les journaux du soir allemands et autrichiens. Incendie criminel au Tyrol. Car le crime paraît évident. Sinon, le feu ne se serait pas propagé aussi rapidement. Il a pris en plusieurs endroits, alimenté certainement par de l'essence. En sous-titre, une usine près de Brand entièrement détruite par le feu, puis quelques commentaires. On ne déplore pour l'instant qu'une seule victime, la femme du directeur, Madame Gunther, mais on n'a pas retrouvé son mari. Celui-ci a probablement également péri dans les flammes. Son corps, s'il en reste quelque chose, doit être enseveli dans les décombres. Le lendemain, coup de théâtre, l'Institut médico-légal d'Innsbruck communique les résultats de l'analyse du cadavre de Madame Gunther. Son cœur était intact. Il ne contenait pas d'oxyde de carbone dans le sang. Mais alors, s'il ne contient pas d'oxyde de carbone, qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que Madame Gunther était déjà morte quand l'incendie a éclaté. Il y a donc eu d'abord meurtre, puis l'assassin a mis le feu pour camoufler son crime et faire disparaître les preuves. Et M. Gunther, alors? Justement, pense le juge, qui vient d'être chargé d'instruire l'affaire, il n'est peut-être pas enseveli sous les décombres. Il a pu tuer sa femme, incendier la maison et s'enfuir. Ordre est donné à toutes les polices de rechercher M. Gunther. Les journaux sortent un autre titre. Le directeur de l'usine a disparu, avec une photo. Une photo fournie par son frère, épicier à Salzbourg, mais qui ne se doutait pas qu'on y mettait en légende l'assassin, avec un point d'interrogation. Enfin, l'assassin, c'est tout de même un peu fort, dit l'épicier au juge d'instruction qui l'interroge. Pourquoi voulez-vous que mon frère ait tué sa femme? Ils s'entendaient bien tous les deux. Ah bon? J'ai entendu dire exactement le contraire. On le voyait souvent seul à Innsbruck le soir, et quand il rentrait, elle lui faisait des scènes. Bon, enfin, monsieur le juge, vous connaissez des ménages qui ne se disputent pas, vous? Si on devait s'égorger parce qu'on a un verre dans le nez ou qu'on a traîné un peu en ville avec des copains. Et ils étaient mariés depuis quand? 7 ans. Évidemment, après 7 ans, il paraît cependant que la 7e année est un cap difficile à passer pour les couples. Il y avait tout de même des choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Des petites choses, bien sûr. Tenez, par exemple, mon frère voulait s'acheter une moto. Il adore la moto. Sa femme, elle voulait pas. Elle avait peur qu'il ait un accident. Rien d'autre? Mais puisque je vous dis que non. Oh, puis bon. Admettons, si vous y tenez, que mon frère en ait eu assez de sa femme. Vous croyez qu'il aurait mis le feu à l'usine? Son usine? Une affaire qu'il a eu tant de mal à mettre debout? Non, monsieur le juge. Pas possible. Mon frère, il est innocent. Innocent, je veux bien, mais alors où est-il? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Quelqu'un l'a vu rentrer chez lui le soir de l'incendie. Il serait donc ressorti, selon vous, avant le meurtre de sa femme? Mais pour quelle raison? Mais comment voulez-vous que je le sache? Il avait une maîtresse? Pas à ma connaissance. Et sa femme? Vous voyez quelqu'un qui aurait eu intérêt à supprimer sa femme? Mais absolument pas. Ma belle-sœur passait son temps à s'occuper de sa maison. Elle ne bougeait pratiquement pas de chez elle. C'est vraiment la dernière personne à qui j'aurais pensé qu'il puisse arriver une chose pareille. Quelques jours s'écoulent.
Le juge a demandé qu'on fouille systématiquement les environs de l'usine en procédant par cercles concentriques avec des rayons de plus en plus petits. Le 6 octobre, à 500 mètres de la maison, la felle de gendarmerie découvre dans un fossé le cadavre de M. Gunther. Ses vêtements sont déchirés, son visage, sa poitrine, son dos portent des traces de coups. Il a été certainement tué au cours d'une bagarre. Pendant l'autopsie, le médecin a une surprise. Il trouve dans la colonne vertébrale la pointe cassée de la lame d'un couteau, un morceau d'acier par conséquent minuscule qui sortait à peine du thorax. « C'est une chance que je l'ai vu, dit le médecin. Un si petit bout. Il faut retrouver l'autre partie maintenant. À vous de jouer, messieurs. » Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Au temps préhistorique, quand l'homme a découvert le feu, il a cru que c'était une divinité. Un dieu terrible qu'il craignait et fuyait sans le combattre d'ailleurs, si par hasard ce dieu se déchaînait et se transformait en incendie. M. Gunther, le patron de la petite usine de textile près de Brand, au Tyrol, s'est-il enfui, lui aussi, en voyant brûler sa maison, son entreprise, qu'il avait eu tant de mal à créer? Et en s'enfuyant, un démon l'aurait-il poursuivi et abattu d'un coup de couteau dans le dos? Ce serait un scénario pour un film d'horreur et d'épouvante, où l'on verrait Mme Gunther tenir le rôle d'une sorcière célébrant je ne sais quel culte démoniaque. Seulement voilà, cette version des faits n'est absolument pas conforme à la réalité. En effet, les analyses effectuées par l'Institut médico-légal d'Innsbruck révélaient que l'incendie n'a aucun rapport avec la mort de Monsieur et Madame Gunther. Il a eu lieu après leur mort. Plus précisément, en examinant l'estomac de M. Gunther, le médecin peut déclarer qu'il a été tué avant minuit. Et comme sa femme, elle, est morte après minuit, toujours en fonction du résultat des analyses, et avant le début de l'incendie, M. Gunther ne peut être l'assassin. Ma conclusion, dit le juge, elle est toute simple. Il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait qu'un seul et unique criminel. Avant minuit, il poignarde M. Gunther, puis il se rend à l'usine. Il y trouve Mme Gunther seule. Il est maintenant plus de minuit, il la tue. On ignorera toujours comment, puisque le feu a trop abîmé le cadavre. À moins que l'assassin ne le dise lui-même qu'on ne l'aura arrêté. Et puis, il va chercher des bidons d'essence. Il est environ 3 heures du matin. Et il incendie la maison et l'usine. D'accord, mais pourquoi tout cela, remarque les collaborateurs du juge? Cet incendiaire est un fou, quoi. Il n'a aucun mobile. Et pourquoi M. Gunther est-il ressorti après être rentré chez lui? Ne me posez pas de devinette, mon vieux. Commençons par essayer de comprendre ce que nous savons. Par exemple, les bidons d'essence, d'où viennent-ils? On pourrait interroger le garagiste de Brand. « Bah, des bidons, vous êtes drôle !» répond le garagiste. « Voulez-vous que je sache si on m'a pris quelques bidons d'essence? C'est incontrôlable. » « Votre garage est fermé la nuit? »« Pardon. Et la pompe à essence a une clé? »« Bien sûr. »« Qui possède cette clé? »« Elle est accrochée au mur dans le bureau. »« Et pour entrer dans le bureau? »« Ah ben ça, tout le monde peut entrer dans le bureau. Enfin, tous ceux qui travaillent ici. »« Même quand le garage est fermé? » Bah oui, si on passe par la cour. Le pompiste et les mécanos sont interrogés. Ils n'ont pas grand-chose à déclarer. Un détail pourtant retient l'attention du juge. Un apprenti, un jeune garçon de 20 ans, Egon, n'est pas venu à son travail le lendemain du crime. Pourquoi? J'étais malade. Le docteur m'a donné un certificat. Oh, vous n'étiez pas très malade. Vous n'avez été absent qu'1 jour. Qu'est-ce que vous aviez? Ben, j'avais mal à la jambe. Je me suis blessé dans l'obscurité en marchant sur un râteau. Et ça vous a empêché de travailler? Ah, il fallait bien me soigner. L'air buté du jeune homme, son attitude arrogante, surprennent le juge. On se renseigne sur le passé d'Egon. Orphelin, il a été recueilli par une famille riche qui avait employé sa mère comme domestique. Il aidait à la cuisine, aux travaux du jardin. Mais cette famille riche, trop riche, menait une vie dissolue, donnant des soirées où l'on ne jouait pas seulement au bridge, mais à d'autres jeux moins avouables. Il semble qu'Egon ait été mêlé à quelques obscures affaires de mœurs, puis obligé de quitter cette maison trop accueillante. Devenu apprenti dans un garage,
Il manquait tout le temps d'argent, ayant sans doute la nostalgie de la vie dorée qu'il avait connue. Et il voulait vendre sa moto. Pardon? Oui, monsieur le juge, explique le garagiste. Il avait une moto que lui avaient offerte ses anciens patrons. Et il voulait la vendre. Ah, il avait besoin d'argent, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Le juge vient de tout comprendre. Il se souvient de la déclaration du frère de M. Gunther. Mon frère voulait acheter une moto et sa femme, elle voulait pas. Le juge reconstitue la scène. Egon a donné rendez-vous à M. Gunther pour essayer de lui vendre sa moto, en dehors du village pour que cela ne se sache pas. Ils ne sont pas d'accord sur le prix. Ils se disputent, finissent par se battre. M. Gunther, mortellement blessé, Egon perd la tête, se rend chez Mme Gunther, la tue, pour prendre l'argent qui se trouve chez elle, et puis il met le feu. « Non, non, hurle Egon devant les policiers qui l'interrogent. C'est pas moi, je vous le jure. » « Laissez-le-moi, dit l'inspecteur qui vient d'entrer dans la pièce. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» Il lui montre un couteau. « Je sais pas. Ce n'est pas ton couteau par hasard? Non? Non, pourquoi? Regarde-le bien. Tu vois? Le bout de la lame. Il est cassé. Mais laissez-moi tranquille à la fin, puisque je vous dis que je n'ai pas de couteau. Alors explique-moi pourquoi on l'a trouvé chez toi, dans ta chambre. » Après avoir avoué, Egon comparaît devant les assises. Il est condamné à la pendaison. Le verdict a été exécuté en 1947. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.